Hey guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charline et je vous souhaite officiellement la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Guys, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo. On approche du mois d'Halloween, on est en plein dedans et je vous ai dégoté des histoires. Vous vouliez flipper, vous allez flipper. Donc guys, avant de commencer la vidéo, permettez-moi de vous présenter notre sponsor du jour. C'est la marque Ana Luisa, qui est une marque de bijoux durables basée à Brooklyn. Vous aurez remarqué que j'adore les bijoux, j'en porte dans chacune de mes vidéos, parce que pour moi, un look est complet quand il y a des bijoux. Sans bijoux, il n'est pas complet. Et je suis fatiguée d'utiliser des bijoux qui s'oxydent rapidement. Donc moi avant, j'achetais à chaque fois en quantité des bijoux ça fait un trou monstre dans le budget en fait et c'est pas du tout écolo. Donc cette marque est tombée à pic parce que j'étais un peu à court de bijoux. Donc ils m'ont envoyé, comme je vous le disais, ces deux magnifiques colliers que vous pouvez porter ensemble comme séparément. Donc le tout premier, c'est le collier Alissa que vous voyez sur la vidéo juste à côté. Et le second, c'est le collier Dependent avec le petit motif là d'épingle à nourrice. Attendez, ils sont trop beaux. Donc comme je vous disais, leur démarche se veut écolo parce qu'ils utilisent des matériaux 100% recyclés et ils ne produisent pas en grande quantité. Ils produisent vraiment des bijoux en petite quantité et ça je trouve que c'est génial. Et ils vous l'envoient en fait dedans. J'adore franchement le packaging, il est trop cute en fait. Donc 100% recyclé hein. Ça s'inscrit vraiment dans leur image de marque. Donc le premier, le collier Alissa, il était venu dans cette petite pochette et le second, donc le Dependent, dans celui-ci. Alors guys, si ça vous intéresse, vu qu'il y en a beaucoup qui me demandent où est-ce que j'achète mes colliers, ben moi je vous recommande celui-là, franchement je l'ai testé, hein. Je l'ai porté 3 fois avant de vous en parler dans cette vidéo et il n'y a pas du tout d'oxydation, il n'y a pas de transfert, il n'y a rien du tout. Donc si ça vous intéresse, je vous ai dégoté un code promo, c'est CharlineMBD10 et suivez le lien que je vous ai mis dans la barre d'infos en tout premier si vous voulez acheter. Donc allez faire un tour, je sens que vous allez adorer. En plus, le prix de leurs bijoux commence à partir de 39 $, donc moi je trouve que ça va en fait pour de l'or. Hein. Pour des matériaux nobles comme ça, moi je trouve que c'est abordable. Nous allons passer à notre vidéo. Écoutez-moi, écoutez tous. Donc aujourd'hui, dans cette histoire, je vais vous emmener à Madagascar. Et c'est une histoire qui s'est passée en 2017. Donc comme c'est assez long et conséquent, j'ai préféré donc me munir de mon ordinateur. Donc si je regarde en bas, c'est parce que je lis l'histoire. Alors, ceci est un témoignage de la chose horrible qui nous est arrivée à cause de notre imprudence. On voulait expérimenter quelque chose dont on savait pertinemment que ça allait être dangereux. Que ce témoignage serve de leçon à tous ceux qui voudraient essayer des choses dont ils ne mesurent pas du tout les conséquences. On était un groupe de 4 meilleurs amis. Il y avait moi, Nathan, celui qui avait le jeu, Sarika et Tanzna. Bien sûr, ce sont des noms que moi, j'ai inventés parce que la personne a préféré taire leur identité pour préserver leur anonymat. Nathan était fils unique d'un riche banquier et d'une mère enseignante qui travaillait et vivait au Canada. Nathan, donc, il ne manquait de rien. Mais ses parents y vivent à l'étranger pendant que lui, il a préféré rester à Madagascar. On était vraiment potes et on ne se quittait presque jamais. Son père avait acheté une grande villa à Itas qu'il voulait mettre en location. Donc l'Itas, c'est l'une des 22 régions de Madagascar, enfin, des 23 maintenant parce qu'il y a une autre région qui a été reconnue, qui se situe dans le centre de l'île, dans la province d'Antananarivo, qui est la capitale. Mais dès que son père avait fait l'acquisition de cette villa et qu'il voulait la mettre en location, Nathan lui avait demandé s'il avait la permission en fait de pouvoir faire une fête le temps d'un week-end avec nous, ses 3 autres meilleurs amis. Son père a alors accepté car il nous connaissait très bien. On a alors programmé notre week-end. On était arrivé là-bas un vendredi soir et on devait repartir le dimanche matin car on avait tous cours le lundi d'après. Faut savoir que seul Nathan n'était pas dans le même lycée que nous, mais nous 3 autres on était dans le même lycée. C'était une très belle villa. Il y avait 9 pièces
5 au rez-de-chaussée et 4 à l'étage. Et c'est au rez-de-chaussée qu'on a bu et discuté entre potes. Il n'y avait que moi qui ne buvais pas de l'alcool, je n'ai pris que des boissons soft. Oui, on peut dire qu'on était quand même des ados un peu têtus à l'époque. Pendant la petite fête, je suis sortie un peu parce qu'il faisait très chaud dans la maison. Je voulais aussi voir un peu ce qu'il y avait autour. J'ai alors demandé à Nathan le chemin qui menait au balcon et j'y suis allée. Il faisait déjà nuit et c'était très calme. La villa était très bien sécurisée, mais j'ai remarqué qu'il y avait un cimetière derrière la cour. J'étais sortie de 20h à 20h30. Une fois que je suis rentrée, Townsend a alors commencé à dire qu'on n'avait plus grand chose à faire pour nous occuper. C'est alors que j'ai demandé si on allait faire à manger. Sarik avait la flemme et nous a proposé de faire à manger plus tôt le lendemain. Comme je n'avais pas vraiment faim, ça ne me dérangeait pas plus que ça, et les autres non plus d'ailleurs. C'est là que j'ai remarqué qu'en fait, ils étaient déjà tous un peu ivres. Nathan nous a alors proposé de faire un jeu, et Townsend il a répondu qu'on n'était plus de gamins pour jouer à un jeu. Mais Sarik était tellement curieuse qu'elle a demandé de quel genre de jeu il s'agissait. Nathan a alors dit que sa mère avait trouvé un jeu dans un coffre oublié par les anciens propriétaires, et qu'elle avait rangé sous un des lits à l'étage, au cas où ils allaient revenir le récupérer. J'étais tellement curieux moi aussi que je lui ai demandé de quel jeu il s'agissait. Et là, Nathan nous répondit la Ouija. Il est revenu avec, et Townsend, très curieux lui aussi, a demandé comment on faisait pour jouer à la Ouija. Nathan était grave étonné qu'il n'ait jamais entendu parler de Ouija. Il leur a donc expliqué que ça permettait de communiquer avec les esprits de l'au-delà. C'est alors que Townsend a explosé de rire, car il n'y croyait pas une seule seconde. Moi, au contraire, j'étais très intéressée par ce qu'il disait, car je suis de nature assez curieux, et Sarika, quant à elle, était bien motivée et a directement demandé les règles du jeu. Nathan nous a alors dit que c'était très simple, mais il nous a demandé si par hasard on avait déjà vu le film d'horreur qui porte même le nom de la planche de Ouija. Sarik a répondu que non et lui a demandé de nous montrer comment ça se passait. Townsend, lui, a rétorqué que c'était du grand n'importe quoi. Il n'y croyait vraiment pas. Et Nathan a répondu qu'on devait essayer de faire un truc normalement interdit et que ça allait être marrant. Il a posé la planche sur la table avec le petit verre retourné et on s'était tous regroupés autour. Sarik a alors demandé s'il fallait directement poser des questions. Nathan a répondu que non. Il y avait 2 ou 3 trucs à faire avant. Alors il a pris 5 bougies et les a placées autour de la planche de Ouija. C'est alors que Nathan avait fait une sorte de petit rituel. Du coup, je n'étais plus serein et je lui ai demandé s'il était sérieux et s'il n'était pas plutôt en train d'appeler des mauvais esprits. Townsend était d'accord avec moi et d'ailleurs il a rajouté avec dédain « Allez-y, appelez vos démons alors ». Nathan a alors répondu qu'il n'y aurait pas de démons, et que même Sarik, qui était une fille, avait plus de courage que Townsend et moi. Nathan a alors donné les règles, qu'il fallait qu'on pose nos mains sur le verre, et qu'on appelle n'importe quel esprit qu'il y a à proximité. C'est alors que Townsend a encore explosé de rire, tout en disant qu'on était de gros malades. Sarik a commencé à s'agacer, et a dit de commencer enfin la séance. On était tous d'accord, et on a commencé à appeler pendant près d'une demi-heure. Mais il ne s'est rien passé. C'est alors que Nathan nous a proposé d'éteindre la lumière, au cas où le ou les esprits avaient peur de la lumière. Donc il a éteint le lustre, il ne restait plus que les bougies qui nous éclairaient, et on a continué à appeler, encore et encore. Il était presque minuit, et Townsend en avait marre. Il a alors retiré sa main, tout en disant que ça n'existait pas. Il a reversé de l'alcool dans son verre, et s'était mis à boire. Nathan a continué d'appeler, en demandant s'il y avait un esprit qui pouvait communiquer avec nous ici. Dehors, les chiens ont alors commencé à aboyer, et nous, on était tous silencieux. J'ai grave plissé le front, alors que Sarik et Nathan étaient surexcités. Townsend, quant à lui, continuait de dire qu'il n'y croyait pas et que ça n'existait pas. Donc selon Townsend, comment ça il y a des esprits qui vont communiquer avec nous alors qu'on n'était ni médium ni des devins guérisseurs? C'est là que Nathan nous a proposé de poser chacun une question. Sarik a alors posé la première question pour savoir combien était-il autour de nous. C'est alors que le verre s'est déplacé vers le chiffre 1 et elle était toute contente. Nathan a demandé à Townsend de poser sa question, mais Townsend a refusé car il a répété qu'il n'y croyait pas.
Nathan m'a alors dit de poser ma question. J'ai alors demandé son nom, mais je ne vais pas vous le dire ici au cas où, mais il nous a bien donné son nom. C'était un nom malgache, le nom d'un homme plus exactement. Nathan a alors posé sa question, ou plutôt il lui a demandé s'il pouvait prouver à Tanzuna qu'il communiquait bel et bien avec nous et que c'était lui qui faisait bouger le verre et pas nous. C'est alors que le verre s'était déplacé vers le yes de la planche et soudain la chaise à côté de Tanzuna s'était mise à se déplacer toute seule. Tanzuna a ouvert grand ses yeux. Je pense même que sa sensation d'ivresse s'était évanouie. Moi j'ai fait un bond en arrière tout en disant que tout cela n'était pas normal. C'est alors que les bougies se sont éteintes. Heureusement que la lumière au niveau de l'escalier menant à l'étage était allumée, ce qui nous a permis de rallumer les bougies. On a continué à invoquer l'esprit et à poser des questions, mais plus rien, plus de réponse. Tanzuna a pris la bouteille d'alcool pour se resservir, mais la bouteille était vide. Il était grave étonné car c'était tout bonnement impossible. La bouteille était encore bien remplie tout à l'heure. Il s'était fâché, alors il a donné un coup de pied sur la table et la planche de Ouija s'était brisée en deux sur le sol. Ouf! Nathan s'est énervé et a demandé à Tanzuna s'il était devenu fou. Tanzuna furieux a commencé à demander qui avait bu dans sa bouteille et les deux ont même failli se bagarrer ce soir-là. Moi je me suis dit que c'était sûrement l'esprit qui avait fait ça. Sarik est intervenu en leur disant de ne pas se battre pour une telle futilité et qu'il restait à boire. C'est alors qu'elle lui tendit une autre bouteille de bière. Tanzuna a alors répété qu'il n'y croyait pas en une espèce d'esprit comme ça et que c'était une mise en scène. Il a pris la bière et il est sorti dehors. Sarik a ramassé la planche de Ouija brisée ainsi que les verres et les bouteilles brisées car tout s'était fracassé par terre. Nathan nous a alors dit que les chambres se trouvaient à l'étage et qu'il allait se coucher. Quant à moi, j'étais restée pour aider Sarik à nettoyer. Ensuite, on est monté se coucher. Je suis passée dans la chambre de Nathan pour lui demander qui allait fermer la porte d'entrée et il m'a dit qu'il allait le faire après que Tanzuna serait revenu. Je suis donc partie dans la chambre que j'allais occuper cette nuit-là. Vous savez ce qui s'était passé? Nathan était debout devant ma porte, perdu dans ses pensées. Il avait changé de vêtements, c'est pour ça que je ne l'avais pas tout de suite reconnu. Et je lui ai demandé ce qu'il faisait là. Il m'a répondu avec un rire nerveux qu'il ne savait pas du tout où était passé Tanzuna. Je lui ai dit « Comment ça, tu ne sais pas où est-ce qu'il est passé? Il est pas dans sa chambre ?» Nathan me dit que non, qu'il avait déjà vérifié, mais il n'était nulle part. Je lui ai alors dit qu'il fallait qu'on le retrouve. C'est alors que Sarik est sorti de sa chambre pour nous demander ce qui se passait. On lui explique alors ce qui se passe. C'est alors qu'on est sorti dans la cour pour chercher où était passé Tanzuna. Mais on n'osait pas sortir de la villa parce qu'on avait peur de croiser une femme sage ou une sorcière. C'est alors que Sarik avait remarqué que la villa disposait d'une caméra de surveillance. On s'était alors empressé d'entrer dans la maison et de visionner les images enregistrées. Sur l'image, on le voyait sortir avec sa bouteille, ensuite il a tourné la tête et semblait discuter avec quelqu'un, mais on ne voyait pas avec qui. On était grave choqués. Ensuite il est sorti de la villa et on a perdu sa trace. J'avais enregistré ces vidéos dans mon ancien téléphone, mais je me le suis fait voler dans le bus. Donc c'est pour ça que vous n'aurez pas d'image ici. On était là à nous demander si Tanzuna allait revenir ou non, qu'on n'a pas fermé l'œil de la nuit. À 7h du matin, on a décidé de nous rendre au marché pour acheter du riz et Tanzuna n'était toujours pas revenu. On est sorti de la villa et Nathan nous suggère de prendre le chemin le plus court qui longe le petit cimetière. Et vous savez ce qu'on avait vu là? Tanzuna, allongé sur un tombeau, inconscient, mais il était bel et bien en vie. On l'a porté jusque dans la maison et on a essayé de le réanimer. Là, Nathan nous dit qu'on aurait dû chercher du côté du balcon où j'étais sortie prendre l'air hier soir. Comme ça, on l'aurait vu. Sarika nous a demandé de chercher de l'eau. Pendant tout ce temps, c'était comme si je n'étais plus maître de moi-même. Je me sentais vraiment bizarre. On l'a réanimé et pendant qu'il était en train de se réveiller, il n'arrêtait pas de répéter encore et encore. « Par pitié, pardonnez-moi. » Nathan, Sarik et moi, on s'était regardés, hyper étonnés. Nathan a alors dit à Tanzuna de se calmer, car ce n'était que nous trois. Quand il était revenu à lui-même, on lui a demandé ce qui lui est arrivé. Tanzuna n'était pas du tout serein, il était apeuré et tournait la tête un peu partout, comme s'il craignait quelque chose ou quelqu'un. C'est là que j'ai pris conscience qu'il lui est sûrement arrivé quelque chose de pas net du tout. Sarika lui a alors demandé si quelqu'un avait essayé de le racketter. Nathan, inquiet, lui demande alors ce qui s'est passé. Et enfin, il nous a raconté que lorsqu'il était sorti, il était resté debout dans la cour à répéter haut et fort qu'il ne croyait pas une seule seconde à tout ce qui s'était passé lors de la séance de Ouija. Soudain, quelque chose
où quelqu'un l'avait appelé. Alors il a tourné la tête et c'est là qu'il a vu un homme apparaître dans son champ de vision. Il venait du côté de la cour, longeant le cimetière qui se trouvait en dehors de la villa. Un homme qui portait une chemise bleue et un pantalon de costume noir. Il n'a pas vraiment distingué les traits de l'homme comme il était déjà un peu ivre, mais l'homme lui a demandé un peu d'alcool car il avait froid. Tanzuna, ne se souciant plus de savoir qui c'était, ni d'où il venait, lui a tendu la bouteille. Et il a aussi demandé à l'homme s'il n'avait pas une cigarette. C'est alors que l'homme lui a proposé de venir avec lui pour en acheter juste à côté, car selon lui, il y avait encore une dernière épicerie d'ouverte. Du coup, ils sont partis ensemble, et dès que Tanzuna est sorti du portail, l'homme avait disparu. Il a regardé un peu partout, mais rien. Il a commencé à avoir peur et s'est dit alors qu'il allait revenir à l'intérieur de la villa. Mais au moment où il allait retourner dans le jardin, quelque chose a tiré ses vêtements en arrière et lui a bandé les yeux. Et c'est tout ce dont il se rappelle. Sarik a alors dit que c'était peut-être un voleur. Nathan, quant à lui, a directement demandé à quoi ressemblait cet homme mystérieux. Selon Tanzuna, c'était un jeune homme. Sarik a encore persuadé tout le monde qu'il s'agissait bien d'un voleur. Mais Tanzuna nous a bien confirmé qu'il avait encore son téléphone et un peu d'argent qu'il avait dans sa poche avec lui. Il nous a bien montré et il les avait vraiment avec lui. On était tous bien confus. Mais tout d'un coup, Sarik nous a sorti de nos pensées en nous disant qu'il fallait qu'on aille impérativement au marché faire des courses, car il commençait à se faire tard. On était de retour du marché, et c'est Nathan et Sarik qui préparaient le repas, pendant que Tanzuna et moi étions assis dans le salon à regarder un film. Je me souviens très bien du film qu'on regardait. C'était un film de Jackie Chan. Je me rappelle très bien aussi que le fauteuil sur lequel j'étais assis était très éloigné de la télé. Tanzuna, quant à lui, était vraiment très près de la télé, et on discutait un peu des cours en même temps. Et vous savez ce qui s'était passé? La chaise de la table à manger, qui était tout juste derrière le fauteuil de Tanzuna, a bougé tout doucement. J'ai bien observé la chaise, elle bougeait. Et quand Tanzuna se tournait pour me regarder, j'ai fait mine d'être très calme. On continuait notre discussion et la chaise bougeait encore. C'était la chaise que l'esprit avait fait bouger la veille, lorsqu'on lui a demandé de prouver à Tanzuna que c'était bien réel. Ensuite, la télé s'est éteinte toute seule. Alors Tanzuna m'a demandé s'il y avait une coupure d'électricité. On s'est mis tous les deux à vérifier si la lumière qui éclairait le couloir menant à la cuisine était aussi éteinte. Mais non, elle était bel et bien allumée. C'est alors que Tanzuna dit que c'était vraiment bizarre. Au moment où il allait se lever pour rallumer la télé, elle s'était allumée toute seule. C'est alors qu'on s'est regardé. Ensuite, il est allé dans la cuisine, mais j'ignore de quoi ils ont parlé là-bas. Ils sont revenus dans le salon et on a mangé en silence. Ni Tanzuna ni moi avons abordé ce qui venait de se passer aux autres. Le reste de ce samedi après-midi, il ne s'est rien passé d'anormal. C'est alors que la nuit était tombée. Il était 22h lorsqu'on avait dîné parce que je me souviens très bien, c'était Tanzuna et moi qui avions préparé le dîner et c'était du poisson frit. Je me rappelle même de l'odeur. Donc on mangeait et on discutait tranquille. C'est alors que Sarik nous a taquinés en nous demandant si on n'allait pas refaire une séance de Ouija. Et on était tous là à rigoler. Certains ont même proposé de ne plus se servir de la planche, mais de les invoquer directement. C'est alors que j'ai dit que je ne voulais plus participer. Sarik m'a demandé si j'avais peur, mais je lui ai juste répondu que je n'étais pas très à l'aise avec tout ça. Ma phrase était à peine terminée que Tanzuna nous a demandé de nous taire, car il disait avoir entendu de l'eau couler. On a tendu l'oreille et on a tous entendu la même chose. De l'eau coulait dans la salle de bain à l'étage. On s'est tous levés pour aller vérifier. Plus on se rapprochait, plus le bruit était bien audible et clair. On est arrivé devant et Nathan a directement poussé la porte. Mais il n'y avait personne. Seuls les robinets étaient ouverts et l'eau coulait. Nathan a alors dit que cette maison n'était pas du tout normale. C'est alors que je lui ai répondu « Heureusement que tu l'as dit, Nathan, car je l'ai aussi remarqué. » Après ça, on a tous décidé d'aller nous coucher, mais Tanzuna ne voulait pas dormir seul. Il m'a demandé à moi s'il pouvait dormir avec moi. Je n'ai pas refusé, car je comprenais qu'il avait peur de quelque chose. À peine on était posé dans le lit que les chiens dehors ont commencé à aboyer et à hurler à la lune comme les loups. Je ne sais plus quelle heure il était, mais tout le monde dormait lorsque j'ai entendu Tanzuna grogner dans son sommeil, comme s'il discutait avec quelqu'un. Ça m'a fait peur, alors je l'ai réveillé et je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Il m'a dit qu'il ne se passait rien, mais qu'il avait juste très chaud, et c'est vrai, il transpirait beaucoup. Il s'est assis, et j'ai bien remarqué qu'il était très bizarre, alors j'ai décidé d'appeler Nathan et Sarik.
Ils sont arrivés et ont demandé à Tanzna ce qui lui arrivait. Mais la seule chose qu'il a répondu, c'est qu'il fallait qu'on dorme tous les 4 ensemble. Je lui ai demandé pourquoi, mais il n'a pas voulu en dire plus. C'est alors que Nathan a dit à Tanzna d'arrêter d'être aussi froussard. Et Sarik a rigolé en disant qu'elle n'arrivait pas à croire que Tanzna était aussi peureux. J'ai alors pris sa défense à Tanzna, moi, en leur disant d'arrêter de l'accabler. Il y a forcément une raison pour laquelle il pleure comme ça. Car oui, il était en train de pleurer. Alors que d'habitude, il n'est jamais comme ça. Mais Nathan, il semblait agacé de tout ça et il a dit qu'il allait retourner se coucher dans sa chambre. Sarik, avant de partir, a quand même demandé à Tanzna ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui lui arrivait réellement. Mais il ne faisait que pleurer. Alors Sarik a dit qu'on allait tous bien en discuter le lendemain, mais que pour l'instant, il valait mieux dormir. C'est alors que Tanzna dit « Tout ça, c'est la faute de Nathan ». Sarik et moi avons échangé un regard avant qu'elle ne reparte aussi. C'est alors que j'ai essayé de demander à Tanzna ce qui lui arrivait réellement. Il a fini par me dire, selon lui, l'homme qu'il avait vu hier lui a reparlé et il lui a dit qu'il ne nous lâcherait pas car on l'avait dérangé. J'ai alors demandé comment ça on l'a dérangé. Tanzna m'a répondu qu'il n'en savait pas plus. Mais selon l'homme, c'est Tanzna lui-même qui l'a empêché de repartir. C'est alors que je lui ai répondu à Tanzna qu'il n'allait rien lui arriver, mais qu'il fallait juste prier. J'ai tout de suite su au fond de moi qu'il parlait de la séance de spiritisme qu'on avait fait la veille. On a tous fini par se rendormir, mais au réveil, c'était très bizarre. On ne savait pas comment, mais personne ne s'était réveillé dans leur lit respectif. Je me suis réveillée sur le canapé, Sarika s'était réveillée dans la cuisine, Nathan dans la salle de bain, et Tanzna avait encore disparu. On l'a cherché partout mais rien. C'est alors que quelqu'un a toqué à la porte. On a ouvert et c'était une dame qui était venue nous demander si la personne inconsciente sur le tombeau derrière la maison était notre amie. On a tous couru pour aller voir et voilà que Tanzna était encore allongé sur le tombeau inconscient. On l'a réanimé mais tout d'un coup, il s'est mis à cracher du sang. Il s'est mis à saigner du nez aussi. La dame choquée nous a demandé ce qui lui arrivait. Nathan lui a alors dit qu'il avait trop bu hier et qu'il n'avait pas supporté l'alcool. C'est alors que la dame a pouffé de rire et elle est repartie. Nous trois, on avait vraiment peur et on s'était tous mis d'accord pour ne pas rester une minute de plus dans cette maison. On a pris nos affaires et on est parti. On a déposé Tanzna chez lui. Il n'arrêtait pas de cracher du sang et de saigner du nez sur le long du trajet. C'est alors qu'on avait décidé qu'il fallait l'emmener chez le médecin. Sarika s'était proposée à l'y accompagner pendant que Nathan et moi étions partis chacun de notre côté pour déposer nos affaires chez nous. Dès que je suis arrivée chez moi, Sarika m'a appelée en pleurs pour m'annoncer la terrible nouvelle. Tanzna était mort. C'est comme si la foudre m'était tombée dessus en entendant ces mots. Selon Sarik, elle l'a emmené en urgence à l'hôpital Ashihara, mais il a perdu la vie sur la route. Elle a quand même ramené son corps à l'hôpital pour que les professionnels puissent détecter les causes du décès. Quand j'étais arrivée à l'hôpital, Nathan était déjà là. La mère de Tanzna était en larmes et nous a demandé des explications sur ce qui s'était passé avec son fils. Nathan lui a alors dit qu'on ne savait pas ce qui lui était arrivé. On a dormi et le lendemain matin, il n'était plus dans la chambre. On l'a retrouvé gisant sur un tombeau, inconscient, et lorsqu'il était revenu, il a commencé à vomir du sang et à saigner du nez. Nathan a menti à la mère de Tanzna. Les funérailles de Tanzna s'étaient bien passées. Après son enterrement, mon père et ma mère étaient rentrés plus tôt que moi. Moi, j'ai décidé de rester un peu. C'est alors que Nathan nous a proposé à Sarika et à moi de venir avec lui dans un bar pour noyer nos pensées, car tout ça n'était pas du tout normal. C'était la seule fois de ma vie où j'ai bu de l'alcool. C'était désagréablement amer. Après ça, chacun est rentré chez soi. Sur le chemin du retour, j'ai senti comme si quelque chose m'observait et me suivait. Mais je n'ai pas vraiment calculé car j'étais un peu éméchée de toute façon. Il était 19h lorsque je suis arrivée devant chez moi. C'est alors que j'ai vu l'ombre d'une personne à côté du portail de ma maison. Je pensais que c'était mon grand frère, alors je n'ai pas fait plus attention que ça. J'ai franchi la porte, je me suis dirigée vers ma chambre et je me suis écroulée sur mon lit jusqu'au lendemain matin. C'est mon téléphone qui m'a réveillée. Je regarde et c'était le numéro de Sarik. Mais au bout du fil, ce n'était pas elle mais sa petite sœur qui me demandait de venir car Sarik était malade. Il faut savoir que Sarik est orpheline de père et de mère. C'est sa grand-mère qui prend soin d'elle et de sa petite sœur.
Je me suis hâtée et je suis partie. Une fois arrivée, Nathan était déjà là. J'ai demandé à Sarik ce qui lui arrivait, mais elle ne répondait pas. C'est comme si elle était à demi consciente, qu'elle n'était plus maîtresse de son corps. C'est alors que sa petite sœur nous a dit qu'hier, en rentrant de l'enterrement, elle était très bizarre. C'est comme si elle fuyait quelqu'un. Je lui ai alors demandé ce qui lui arrivait et elle m'a dit qu'elle se sentait suivie. Nathan l'a interrompu et nous a raconté qu'hier, après avoir laissé sa voiture dans son garage, il s'est senti lui aussi suivi jusque dans sa chambre. Oh, c'est trop flippant. Quant à moi, j'ai préféré ne rien dire. Et la petite sœur de Sarik a continué son récit. Lorsque tout le monde était en train de dormir, Sarik s'est mise à crier très fort. Les membres de la famille ont couru dans sa chambre pour voir ce qui se passait. Elles ont vu Sarik courir partout dans la chambre comme si quelqu'un était en train de la poursuivre, comme si elle était en train de fuir quelque chose. En même temps, elle n'arrêtait pas de crier « À l'aide! Par pitié, ne me tuez pas !» C'est alors qu'on s'était regardé, Nathan et moi. Tout d'un coup, Sarik s'est mise à paniquer et à courir partout dans sa chambre devant nous. Elle criait « À l'aide !» et tout d'un coup, plus rien. Elle s'était calmée comme si de rien n'était. Sa grand-mère a alors dit qu'il fallait l'emmener chez un devin guérisseur. On est donc tous partis voir le devin guérisseur et Nathan et moi on avait attendu dehors. C'est alors que Nathan me dit que tout ça n'était vraiment pas normal. Je lui ai répondu que j'étais prêt à jurer que tout ça est la conséquence de la séance de spiritisme qu'on avait fait dans la villa vendredi soir. Nathan m'a alors confié que ce qui l'a énervé contre Townsend la dernière fois, c'était que lorsqu'on fait une séance de Ouija, on doit absolument dire au revoir avant la fin de la séance. J'étais très choquée. Mais notre discussion a été interrompue parce que la famille de Sarik était sortie de chez le devin guérisseur. Nathan a alors demandé comment ça s'était passé. Mais la grand-mère, très froide, a répondu qu'on allait en discuter une fois à la maison. Elle avait l'air très en colère. Une fois chez Sarik, sa grand-mère nous a alors demandé ce qu'on avait fait et qu'on n'avait pas intérêt à mentir. C'est alors que moi, je lui ai dit toute la vérité. La grand-mère a alors répondu qu'il fallait qu'on prie. J'étais très choquée et je lui ai demandé pourquoi. Et tout ce qu'elle a répondu, c'est qu'on avait invoqué un mauvais esprit et qu'il était très en colère d'après le guérisseur, car on ne voulait pas le laisser repartir. Alors Nathan et moi, on avait décidé de rentrer. Une fois dehors, Nathan m'a dit que la grand-mère de Sarik voulait nous effrayer et j'étais d'accord avec lui. Il m'a demandé si je voulais qu'il me raccompagne, mais j'ai refusé. J'ai préféré prendre le bus car je ne voulais pas le retarder. Et c'était cette nuit-là que j'avais perdu mon téléphone avec les enregistrements de la vidéosurveillance de Townsend. Dès que je suis rentrée chez moi, ma mère m'attendait. Ma mère m'a alors demandé ce qui n'allait pas. Elle avait remarqué que j'ai grave changé ces derniers temps et que je m'étais mis à boire. C'est alors que j'ai décidé de tout lui avouer. Ma mère a fondu en larmes. J'ai tellement regretté de l'avoir mis dans cet état. J'ai regretté d'avoir participé à cette séance de spiritisme, car ma mère, vous voyez, elle était très croyante et elle l'est toujours. Dès que j'ai fini de tout dévoiler à ma mère, son téléphone a sonné. Au bout du fil, c'était la petite sœur de Sarik, en larmes. Elle lui demandait de me faire venir chez elle, car Sarik avait besoin de moi. Ma mère m'a dit qu'on allait y aller ensemble. On est donc partis. Malheureusement, on n'était pas arrivé à temps. Sarik a perdu la vie, sa grand-mère s'est évanouie et sa petite sœur était en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Il y avait déjà un médecin sur place et ma mère lui a demandé ce qui s'était passé. Selon le médecin, elle a été étranglée et effectivement, il y avait un énorme hématome au niveau de sa gorge. C'est alors que ma mère a éclaté en sanglots par rapport à ce qui est arrivé à Sarik et probablement à ce qui m'arriverait par la suite. Nathan est arrivé, il a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai dit, il s'est laissé tomber sur une chaise et sa petite sœur s'est rapprochée de nous. Sa sœur, tout en larmes, nous a alors raconté qu'elle avait fait une crise, qu'elle s'est mise à vomir du sang. Elle me disait qu'elle suffoquait, qu'elle n'arrivait plus à respirer. Son nez s'est mis à saigner et elle n'a plus bougé après ça. En entendant tout ça, Nathan a bondi hors de sa chaise et a dit « C'était pas comme ça aussi que Townsend a perdu la vie, en vomissant du sang ?» J'ai répondu que oui. On s'est occupé du corps de Sarik, on l'a enterré et il ne restait plus que nous deux. Après l'enterrement, Nathan m'a alors demandé ce qu'on allait faire. Je lui ai répondu qu'il fallait qu'on prie, car rien n'était plus puissant que la foi. Nathan a acquiescé et on était rentrés, chacun de notre côté. Le lendemain, je suis partie voir Nathan chez lui. J'ai toqué et sonné chez lui, mais personne n'est venu ouvrir. Alors je suis directement entrée et je l'ai vu, là, affalé sur une chaise. J'avais déjà de mauvaises pensées, mais en l'observant de plus près, il était juste très ivre. Je l'ai donc réveillé et il était là à me fixer pendant au moins 5 bonnes minutes. C'est alors qu'il me dit qu'il y avait un homme qui était venu le voir hier soir. Il portait une chemise bleue et un pantalon de costume noir.
J'ai alors demandé à Nathan s'il était sérieux en disant ça. Il me dit que oui, c'était exactement la même personne que Tand nous avait décrit. Il a tapé à ma porte et j'ai ouvert. Il m'a dit des choses et là, Nathan il a commencé à avoir très peur. Je lui ai demandé quelle chose, qu'a-t-il dit? Nathan m'a alors répondu que non, qu'il n'avait pas le droit de me le dire. Seul cet homme pouvait le faire. Vous n'imaginez même pas à quel point ces révélations m'ont glacé le sang. Nathan m'a ensuite dit que c'était pour ça qu'il buvait comme ça. Il voulait noyer ses pensées, il avait peur. À peine il avait fini de parler qu'il s'était mis à vomir du sang. J'étais très choquée et apeurée. C'est alors que j'ai regardé derrière sa chaise. Le sol était rempli de sang. Je lui ai demandé comment tout ça était arrivé et Nathan m'a expliqué que c'était tout le sang qu'il avait vomi pendant la nuit, que les vomissements ont commencé dès que l'homme était parti. J'ai alors pris la décision de l'emmener aux urgences. On a pris un taxi et il a appelé ses parents qui ont pris un vol le jour même. On l'a emmené à la Chiera, qui est l'hôpital, et le médecin a dit qu'il fallait d'abord lui faire des analyses pour comprendre ce qui lui arrivait. Pendant ce temps, j'ai décidé d'appeler ma mère pour qu'elle nous rejoigne à l'hôpital. Le médecin a dû renouveler les analyses au moins 3 fois car ses résultats semblaient normaux. Il n'y avait rien. C'est alors que le médecin avait pris la décision de le garder sous surveillance et avant que le médecin ne décide de lui injecter un médicament pour l'endormir, ma mère a demandé à Nathan s'il n'avait pas de la famille qu'on pouvait contacter afin de venir le voir. Il a alors répondu que tous les membres de sa famille ne se trouvaient pas dans la capitale à part une personne, sa cousine qui étudiait dans la capitale. Après ça, ils l'ont endormi. Ma mère est rentrée pour préparer de quoi à manger. Quant à moi, j'ai décidé d'appeler sa cousine. J'ai expliqué que son cousin était gravement malade et qu'il fallait qu'elle vienne d'urgence. Elle est arrivée et je peux vous dire que son charme ne m'a pas laissé indifférent. Bref, elle m'a demandé de lui expliquer ce qui est arrivé à Nathan et si on avait déjà prévenu ses parents. J'ai répondu que oui. Et on était arrivé dans la chambre où il y avait Nathan. Il y avait 2 autres patients qui partageaient la chambre avec lui. Une femme qui était gravement brûlée et un homme qui avait fait un accident de moto. Sa cousine, qu'on va appeler Miari, a alors demandé ce qui est arrivé réellement à Nathan. Je lui ai répondu qu'on ne savait pas encore, car ils sont encore en train de faire des analyses pour comprendre ce qui lui arrivait. La nuit tombée, ma mère et mon grand frère nous ont rejoints, mais elle n'a pas eu le temps de me préparer à manger. Elle m'a donc donné un peu d'argent pour que je puisse me restaurer à la cafétéria de l'hôpital. Et à mon retour, ma mère voulait qu'on rentre. Mais j'ai refusé, car je ne voulais pas laisser Miar toute seule. J'ai négocié avec le médecin de garde pour qu'on puisse rester tous les deux, et le médecin a accepté. Ma mère et mon frère étaient donc rentrés, et Nathan s'était réveillé. Miar lui a demandé comment il allait, et je les ai laissés discuter un peu entre eux. Je suis sortie. Quelques minutes après, Miar m'a appelé car Nathan se sentait très mal. Il vomissait encore du sang, et il était en train de piquer une crise. Selon lui, quelqu'un était en train de le poursuivre. Elle m'a alors demandé de courir chercher un médecin et le médecin lui a fait une autre injection pour le calmer. C'est alors que Miar m'a dit que ça semblait vraiment très grave ce qui arrivait à son cousin. La dame gravement brûlée a rajouté que ce qui arrivait à Nathan, c'était quelque chose de surnaturel. C'est alors que Miar m'a demandé de lui révéler la vérité. Devant son insistance, je n'ai pas pu m'empêcher et donc je lui ai tout révélé. Lorsque j'ai fini mon récit, elle m'a dit que c'était vraiment très grave et qu'on avait vraiment été imprudent. Mais je lui ai répondu que j'ignorais dans quoi je m'étais embarqué, ni les conséquences que tout ça impliquait. Et Miar et moi, on n'a quasiment pas dormi cette nuit-là pour faire la garde de Nathan. Donc on a passé notre temps à discuter car elle était vraiment intéressée par notre histoire et elle n'arrêtait pas de me poser des questions et des précisions. C'est alors que Nathan s'est encore réveillé. Miar lui a demandé comment il allait et il a répondu qu'il était très fatigué et que ça n'allait plus tarder. Miar a alors demandé qu'est-ce qui n'allait pas tarder. Nathan a directement vomi du sang et s'est remis à faire encore une crise. C'est alors que Miar s'est proposé d'aller chercher le médecin de garde. L'un des gardes-malades dans la même chambre que nous a alors dit qu'il allait l'accompagner car elle ne devrait pas y aller toute seule, connaissant l'histoire de l'hôpital. Et donc, ils sont partis. Pendant ce temps, Nathan continuait à vomir du sang. Il nous a tous éclaboussés au passage. Il voulait fuir. On avait du mal à le retenir. C'est alors que le médecin est revenu lui refaire une injection. Dans ma tête, je me suis dit que le médecin était tout autant désemparé que nous et qu'il n'avait aucune piste pour soigner Nathan. C'est alors que le médecin nous a dit que Nathan ne se réveillerait pas avant au moins 4 heures et que c'était la dernière
dernière injection qu'il pouvait le faire. Nathan ne s'était pas réveillé jusqu'à l'aube et ses parents étaient finalement arrivés vers midi. Ils m'ont demandé comment il allait et je leur ai dit que pour l'instant il dormait. Son père n'avait qu'une chose en tête, c'était de soigner son fils à l'étranger. Il était en train de discuter avec le médecin pendant que sa mère nous a remerciés d'avoir gardé leur fils. Je lui ai dit pas de quoi, mais que j'allais un peu rentrer chez moi pour me reposer. Mia aussi voulait rentrer un peu chez elle pour se reposer, mais elle a dit qu'elle allait revenir le soir. On est donc rentrés ensemble, comme on habitait tous les deux dans la même commune, à Itosi. À peine je suis rentrée que j'ai décidé de ressortir pour l'appeler à un taxiphone, car elle me manquait déjà. Il y a de l'amour dans l'air. À peine je l'ai appelée qu'elle était en larmes. Nathan était parti. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Et elle m'a demandé de la récupérer chez elle pour qu'on aille ensemble à l'hôpital. Je n'ai encore rien dit à ma mère. Je suis directement partie. J'étais en larmes. On est arrivé à l'hôpital et voilà que Nathan était bel et bien parti. Sa gorge était violacée. Des marques de strangulation comme sur sa rique. J'ai demandé à son père ce qui s'était passé et il m'a dit qu'à peine on était parti, Nathan avait fait une crise et il n'arrêtait pas de dire que quelque chose était en train de l'étrangler. C'est alors que son père a aussi éclaté en sanglots tout en disant que si Nathan avait accepté de les suivre au Canada, rien de tout cela ne serait jamais arrivé. Ensuite, j'ai appelé ma mère pour lui annoncer la mauvaise nouvelle et je peux vous dire qu'à ce moment-là, je ne ressentais aucune peur. On s'est occupé de Nathan. Les funérailles s'étaient bien passées. On l'a enterré. Et oui, il ne restait plus que moi. Ma mère était très inquiète. Elle n'en dormait pas la nuit. Mais moi, je m'étais résignée à subir mon sort. 3 jours après la mort de Nathan, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé d'un homme portant une chemise bleue et un pantalon de costume noir. Et il me dit « Me voilà, il ne reste plus que toi. Comme on m'a invoqué, me voici. » J'ai raconté mon rêve à ma mère et elle a pris la décision, que je veuille ou non, d'appeler le pasteur. Donc c'était le pasteur de ce qu'on appelle une jeune église ou Fiangonanazanjan, donc c'est je pense une secte, je suis pas sûre, corrigez-moi pour ceux qui savent. Un mardi soir, après avoir erré son direction dehors, je suis rentrée chez moi et ils étaient tous là avec un pasteur et quelques fidèles. J'ai alors demandé à ma mère ce qu'ils faisaient là. Ma mère m'a alors dit qu'ils étaient là pour m'exorciser, car selon eux, c'était le diable qui nous a liés à ce sort funeste et qu'il fallait qu'on prie. Je n'en ai pas voulu à ma mère, car c'est son amour pour son enfant qui l'a entraîné à le faire. Ils m'ont alors fait la délivrance tout en me frappant la tête avec la Bible, mais rien. Aucun changement. C'est alors que le pasteur m'a dit de prier. Dès que j'ai prononcé le nom de Dieu, une douleur atroce m'a lacéré le ventre. Les fidèles réunis sur place étaient tellement bruyants que ça m'a énervé. Du coup, je les ai repoussés. J'ai recommencé à avoir mal, commencé à manquer d'air. C'est comme si j'allais mourir. J'avais la sensation que quelque chose me bloquait la poitrine. J'ai essayé de le faire sortir et c'était du sang. J'ai aussi vomi du sang. Ma mère n'arrêtait pas de pleurer car elle pensait que j'allais mourir. Je n'ai pas arrêté de vomir du sang encore et encore. C'est alors qu'une des fidèles m'a murmuré à l'oreille de prier mon Dieu. Ça m'a donné du courage, du coup j'ai appelé Jéhovah, car c'est le nom de Dieu mentionné et que j'ai lu dans la Bible. Ensuite, j'ai senti que quelqu'un m'avait encore frappé à la tête. Mais j'ignore si on m'avait encore frappé avec la Bible ou autre chose. Mais c'était la dernière chose dont je me suis souvenue. Après tout ça, j'entendais mais je ne pouvais pas bouger ni parler. J'entendais juste des gens qui chantaient, d'autres qui bavardaient et d'autres qui pleuraient. Autour de moi, c'était le noir complet. Je me suis demandé où est-ce que j'étais. Ensuite, j'ai senti quelque chose de très dur. C'était comme du bois. C'est alors que quelqu'un m'a poussé très fort et je suis tombée dans un trou très profond. Les derniers mots que j'ai prononcés, c'était « Oh Jéhovah, oh mon Dieu, pardonnez mes péchés ». Tout d'un coup, je me suis encore réveillée et cette fois-ci, j'étais dans un endroit que je ne connaissais pas du tout. Il y avait des oiseaux, des rochers, de l'eau, plein de choses. Et il y avait une personne qui m'observait depuis un long moment. Chemise bleue et pantalon de costume noir. Vous connaissez la chanson. Il avait l'air très étonné de me voir. C'est alors que je lui ai demandé, tout en pleurant, qui était-il et pourquoi il avait tué mes amis. Il m'a juste fixé du regard avant de me répondre que c'était nous qui l'avions invoqué. Nous l'avions empêché de reposer en paix dans son sommeil éternel. Nous l'avions empêché de repartir d'où il venait. Alors il était obligé de nous emmener avec lui car il voulait interagir et discuter avec nous. J'ai senti une rage monter en moi et je voulais le tuer, mais je n'osais pas. Je ne savais pas pourquoi. C'est alors qu'il me dit que j'avais de la chance, qu'il ne m'ait pas attrapée et qu'il allait partir. Mais avant de s'en aller, il voulait me laisser une histoire, un souvenir.
À chaque anniversaire du jour et du mois auquel on l'avait invoqué, j'allais me rappeler de lui. Il a alors soufflé sur mes yeux, ce qui m'a aveuglé, il n'était plus là. C'est alors que quelqu'un a touché mon cou et j'ai senti une douleur au bras. C'était comme si quelqu'un me pinçait et c'est tout ce dont je me suis rappelé, jusqu'à ce que je revienne complètement à moi. Bien sûr, au début, tout était flou autour de moi, mais je distinguais des gens regroupés autour de moi. Quand j'ai retrouvé complètement la vue, j'ai vu ma mère en larmes et heureuse. Miar était là aussi, toute ma famille était là. J'étais très étonnée, alors j'ai demandé ce qui se passait. Vous savez ce qui s'était passé? En fait, j'étais mort pendant 2 jours et demi et c'était ma veillée. Ma mère m'a dit qu'elle m'avait vu bouger, alors mon oncle a arrangé mon cou et quand il m'a senti bouger, il m'a pincé très fort. Car le fait qu'on pince un mort, c'est par peur d'enterrer une personne vivante. Ne l'oubliez jamais, car si mon oncle ne m'avait pas pincé, je me serais réveillée dans mon cercueil 6 pieds sous terre. Certains m'ont alors demandé ce qui s'était passé. Je leur ai raconté et expliqué que lorsqu'on meurt, on ne ressentait rien, c'est comme si on dormait. Je tiens à remercier Dieu, car c'est sa bonté qui m'a ramenée à la vie. Voilà mon histoire les gens. À propos de ce jeu, qu'est la Ouija et les malheurs qui nous étaient arrivés. Il est facile d'invoquer un esprit, surtout un mauvais esprit, alors faites très attention. Jusqu'à aujourd'hui, j'ignore qui était cet homme, mais si je suis sûre d'une chose, c'est que c'était un esprit du mal. J'ai oublié de vous donner la signification de son message. À chaque anniversaire du jour et du mois auquel on l'avait invoqué, j'allais me rappeler de lui. Chaque année, au mois de mars, je tombe malade, je manque d'air. J'étouffe. Chaque année, à la fin du mois de février, à minuit et 1 minute, je me mets à vomir du sang. Au début, j'étais très fatiguée et tout le monde pensait que c'était revenu, que j'allais mourir. Mais non, c'est juste pendant tout le mois de mars que j'ai du mal à respirer et que j'étouffe. C'est comme si j'étais asthmatique, mais passé le mois de mars, je suis tout à fait normale. Quant à Miar, elle est devenue mon bé jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà guys, cette histoire est juste oufissime. Je ne sais pas si elle s'est réellement passée ou si elle est inventée. En tout cas, si elle est inventée, il l'a bien écrite, hein, il a de l'imagination. Comme c'est un témoignage que j'ai trouvé dans un groupe Facebook, mais que malheureusement, je n'ai pas pu avoir l'auteur de l'histoire, il m'a pas répondu, pourtant je l'ai relancé encore et encore. Je n'ai pas plus d'explications que son histoire. Morale, c'est important, morale de l'histoire. Ne tentez jamais de faire des séances de spiritisme si vous ne maîtrisez pas ça. Déjà, il y a des règles à suivre. C'est de ne jamais invoquer des esprits lorsqu'on est à proximité d'un cimetière et ils avaient juste un cimetière derrière la maison. Et ne jamais quitter une séance de spiritisme sans dire au revoir. Là, ils n'ont pas pu le faire puisque la planche s'était brisée en 2. Du coup, l'esprit s'était retrouvé piégé dans notre monde. Et puis, je suis pas trop fan, moi, des séances de spiritisme et tout ça parce que vous ne savez pas quelle porte est-ce que vous ouvrez quand vous faites ça. Donc, ne faites pas ça, guys. Franchement, sauf si vous êtes avec des personnes qui maîtrisent et qui peuvent vous protéger. Déjà, ils n'ont pas purifié la maison avant de le faire. C'est une chose qu'il faut faire. Il faut protéger la maison. Déjà, le domaine du paranormal, guys, c'est un domaine flou qu'on ne peut pas maîtriser. Il y a des gens qui y croient, d'autres n'y croient pas. Mais quand j'ai lu cette histoire, déjà je vous dis j'étais pas sereine. Et puis ce fait que la personne soit morte pendant 2 jours et demi, j'arrive pas à l'expliquer. Je sais pas si vous avez des explications. Moi je pensais à une théorie, c'était peut-être une expérience de mort imminente, mais c'est trop long pour être une EMI en fait, parce que 2 jours et demi c'est un peu trop long. En fait si une personne meurt pendant 2 jours et demi, normalement ça commence déjà à se décomposer. Enfin, je trouve ça dommage en fait de ne pas avoir pu avoir plus d'explications de la part de la personne. Donc si la personne auteur de cette histoire tombe sur cette vidéo, s'il te plaît, contacte-moi pour que tu puisses nous donner plus d'explications parce que là, j'en ai pas, guys. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez des explications vous aussi. Bref, guys, j'arrête de blablater parce que déjà, c'est très long. J'espère honnêtement que ça vous a plu. Si c'est le cas, commentez, likez, partagez la vidéo. Si mes bijoux vous ont plu, n'hésitez pas à faire un tour sur le site d'Anna Luisa. Suivez le lien que j'ai mis en barre d'infos. N'oubliez pas que je vous ai dégoté un code promo, c'est CharlineMBD10, donc allez faire un tour si ça vous plaît. Quant à moi, guys, je vais en arrêter là pour cette vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, guys. Fermez vos portes et vos volets et ne faites confiance à personne. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao! Et ne faites pas de séance de Ouija si vous ne maîtrisez pas, ok?